j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour bien choisir ta paire de running. Donc tout d'abord, pour illustrer en fait un petit peu les différentes caractéristiques que tu peux trouver sur une chaussure de running, je vais me servir en fait des modèles de la gamme Brooks. Étant donné que je suis membre de la Run Happy Team depuis 3 ans, j'ai pu tester quasiment 80% des modèles de la marque. Je crois qu'il y a 3 modèles que j'ai pas encore pu tester, mais voilà, donc je vais te parler simplement de Brooks tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux et que j'ai pas envie de raconter d'autres bêtises sur d'autres marques, et que voilà, je préfère me baser sur mon expérience. Mais ça veut pas dire que parce que je parle uniquement de Brooks, d'autres chaussures ne pourraient pas convenir à tes besoins. Là c'est vraiment juste dans un souci d'exemple. Deuxième aparté, je sais que vous êtes beaucoup à me demander comment on fait pour intégrer la Run Happy Team. Donc c'est bien simple, chaque année entre octobre et novembre, Brooks lance des processus de recrutement pour l'année d'après. Donc je t'invite à t'abonner au compte Instagram de Brooks pour suivre un petit peu l'actualité et savoir quand démarre cette phase de recrutement et du coup à laquelle tu auras juste besoin de participer. Petite info pour que ta candidature soit étudiée, je dis pas forcément retenue, mais au moins étudiée, il faut que ton compte Instagram soit public. Je dis ça, je dis rien. Bref, je referme cette parenthèse. Sur Brooks, d'une manière générale, voilà, c'est comme je disais, je vais juste me servir de ce que je connais pour pouvoir t'expliquer un petit peu mieux les différentes caractéristiques d'une chaussure de running, et de façon à ce que toi, après, dans tes recherches, tu saches quoi regarder pour que cela corresponde à tes besoins. C'est parti! Donc quand tu vas acheter ta prochaine paire de running, que ce soit la première parce que tu débutes en fait dans le milieu de la course à pied, ou pas du tout la première parce que ça fait déjà quelques saisons que tu pratiques, il y a un certain nombre de questions à te poser. Donc la réponse en fait à ces questions vont te permettre d'identifier tes besoins en termes d'entraînement, en termes d'équipement, et donc de chercher la paire de chaussures qui va répondre à ces différents besoins. Donc la première question que tu dois te poser, elle va te paraître très simple, mais quel va être ton terrain d'entraînement? Voilà, vas-tu courir sur de la route, exclusivement sur de la route? Vas-tu courir exclusivement en montagne et faire du trail? Vas-tu exclusivement courir sur une piste d'athlétisme? Ou vas-tu faire un mix un peu de différents terrains? Ça peut paraître très bête comme ça, mais en fait il y a quand même de grosses différences entre une chaussure de trail, et une chaussure de running route au niveau des constructions. Hop, oui, toutes mes chaussures d'exemple sont à mes pieds, donc je vais passer mon temps à me baisser. Donc comme je disais, il y a quand même de grosses différences entre une chaussure route et une chaussure trail. La première déjà, c'est les semelles, hein. Autant sur les chaussures trail, tu as vraiment des crampons, donc à l'avant, à l'arrière, parce que l'objectif c'est quand même l'accroche sur le terrain, parce que quand tu es sur des cailloux ou de la terre, c'est pas du tout aussi stable que quand tu es sur route. Donc les semelles du coup des chaussures route sont beaucoup plus lisses. Autre différence aussi, c'est que sur une chaussure trail, ta semelle va être plus dure parce qu'il faut te protéger des cailloux, contrairement à la chaussure route. Et tu vas avoir aussi un certain nombre de renforts autour du pied, de nouveau pour protéger tes orteils quand tu chutes dans les cailloux. Donc ça c'est en général ce qu'on retrouve sur une chaussure de trail. Et du coup sur une chaussure de route, t'as pas forcément besoin d'autant de protection et d'accroche, parce que ton terrain sera quand même beaucoup moins instable et dangereux entre guillemets que sur le trail. Voilà. Donc dans un premier temps, il est vraiment essentiel que tu détermines ton terrain de jeu tout simplement, pour voir un petit peu vers quel type de chaussures tu vas te tourner. Clairement, je ne te recommande pas du tout de partir avec une chaussure route pour aller grimper le Verrier à Annecy par exemple. Voilà, il y a vraiment des besoins différents, et si tu veux pas chuter, donc juste dans le meilleur des cas aller embrasser le sol, dans le pire des cas vraiment te faire mal, je te conseille vraiment d'adapter tes chaussures à ton terrain de jeu, surtout quand c'est du trail. Voilà.
Autant quand tu fais de l'athlé, donc c'est vrai que moi je suis une coureuse route, donc j'ai beaucoup de chaussures route. Il m'arrive de faire des entraînements sur une piste d'athlétisme. C'est pas pour autant que j'ai vraiment une paire de pointes d'athlétisme dédiée. Mais si tu fais uniquement de la piste, ce serait intéressant pour toi en fait d'avoir vraiment une paire de chaussures de piste en fait, et pas de route. Donc vraiment c'est le moment où tu dois commencer en fait par identifier quel va être ton terrain d'entraînement majoritaire. Est-ce que ça va être juste du 100% un seul terrain, ou est-ce que tu vas un petit peu varier les plaisirs? Par exemple, si tu cours sur route, que tu fais de temps en temps un peu d'athlé et de temps en temps tu vas courir sur des sentiers littoraux en terre mais sans grande difficulté technique, donc pas de cailloux, pas dénivelé, une chaussure route ira très bien. Tu n'auras pas forcément besoin d'en plus payer une chaussure de trail pour ta petite sortie là sur le sentier du littoral, ou d'une paire de pointes sur une piste d'athlétisme. Voilà. Sachant que il est recommandé malgré tout d'avoir au moins 2 paires de chaussures d'entraînement, enfin 2 paires, d'une part pour avoir, en fait, pour varier tout simplement tes appuis, donc j'y reviendrai plus tard, et ce genre de choses. Je vais refermer cette parenthèse parce que je m'embrouille et que c'est un point que je vais développer plus tard dans la vidéo. Mais voilà, donc quand tu vas chercher ta paire de chaussures, il faut que dans un premier temps tu saches pour quel terrain d'entraînement tu vas l'acheter. Donc c'est vraiment la première caractéristique, et ça va te permettre de faire déjà du tri dans des catégories de chaussures. La deuxième question que tu vas te poser quand tu veux acheter une nouvelle paire de chaussures de running, c'est quel type d'entraînement? Donc après le terrain, le type d'entraînement. Est-ce que ça va être juste des petits footings de temps en temps le dimanche? Est-ce que ça va être vraiment une paire qui va être dédiée à du fractionné, une paire qui va être dédiée à de la compétition? Voilà, c'est vraiment un petit peu le moment où tu identifies tes objectifs d'entraînement. Est-ce que c'est une chaussure qui vient en complément pour tes sorties longues? Est-ce que c'est une chaussure? Voilà, et ça va permettre un petit peu d'identifier tes besoins et du coup les caractéristiques que tu as retrouvées sur une chaussure. Par exemple, pour des footings tranquilles, tu vas plutôt te tourner vers une chaussure confortable, moelleuse, qui t'apporte vraiment un maximum de confort, comme la nouvelle glycérine de Brooks avec sa technologie, sa nouvelle semelle faite à base d'azote, donc c'est le nouveau DNA Loft pour ceux qui aiment les noms techniques. Et c'est typiquement ce que j'ai choisi sur mon triathlon d'Aix-les-Bains M pour faire les 10 km de fin. Je savais que je ne serais pas la plus fraîche qui soit, donc je voulais vraiment une chaussure qui soit confortable et pas exigeante musculairement. Donc j'expliquerai parce que d'autres chaussures le sont du coup, et clairement c'est du confort, c'est un confort maximal. Et quand on fait des petits footings, qu'on va pas forcément chercher à avoir beaucoup de vitesse, qu'on n'aura pas forcément la foulée la plus belle qui soit, ou voilà, c'est vraiment que le footing du dimanche, le confort peut être ta priorité. Mais par exemple, si tu cherches une chaussure pour du fractionné, tu vas plutôt chercher des chaussures qui soient légères, qui soient dynamiques, avec un bon renvoi d'énergie, comme par exemple les Levitate, qui sont juste ici, ou encore mieux, les Hyperion Tempo. Donc ce sont deux chaussures chez Brooks en fait, dont la semelle a été travaillée vraiment pour que tu aies un renvoi d'énergie et donc une bascule vers l'avant. Et c'est ce que je veux dire quand je parle de chaussures qui sont plus exigeantes musculairement. Typiquement, ce ne sont pas des chaussures que j'utilise vraiment pour des footings lents. Des vrais footings de récup en endurance où, entre guillemets, je me fais chier à courir lentement. Voilà, c'est parce que quand je suis lente, je vais avoir tendance à repasser un petit peu vers l'arrière. Et ces chaussures, en fait, comme elles ont un renvoi d'énergie vers l'avant sur la semelle, elles vont t'obliger tout simplement à passer vers l'avant, et ça va engager un petit peu plus les mollets. Donc plus tu t'avances en gamme en fait dans cette gamme là des chaussures, et plus ça va taper dans les mollets.
Typiquement, je n'ai le top du top de cette gamme, si je ne me trompe pas, ce sont les Hyperion Elite avec plaque de carbone que je n'utilise pas du tout, enfin que j'ai jamais testé et pour le moment, enfin j'en ai pas l'intérêt parce que je ne cours pas suffisamment vite et j'ai pas forcément la bonne foulée en fait pour pouvoir vraiment en profiter sans que ça me fasse mal aux jambes. Donc voilà, là ce sont mes ressentis bien entendu, donc tu es libre de tester, mais clairement si tu cherches une chaussure pour du fractionné qui ne soit pas des points d'athlétisme, je te conseille de te tourner vers des chaussures beaucoup plus dynamiques avec un renvoi d'énergie, donc elles vont être un petit peu plus légères que les chaussures confortables comme les glycérines juste avant. Et encore, j'ai pas, comme ils ont changé la technologie sur les glycérines, j'ai un doute sur les poids, mais l'objectif c'était de faire des semelles plus légères et plus moelleuses, donc je pense qu'ils ont quand même bien travaillé leur tout. Mais voilà, typiquement la Tempo est très légère, beaucoup plus que la Levitate, et c'est ce que j'utilise sur vraiment du fractionné très court. Et sur, voilà, quand je vais essayer d'aller chercher un petit RP sur 5 km, les coureurs beaucoup plus légers que moi peuvent la porter jusqu'au semi. Et après, ouais, non, les marathoniens ne courent pas avec cette chaussure là. Et les Levitate, voilà, c'est ce que j'ai utilisé sur un dernier 20 km, j'ai un doute sur celui que j'ai fait, mais voilà, c'est une chaussure faite pour la vitesse et le dynamisme, enfin, pour maximiser du coup ton envoi d'énergie et être le plus dynamique possible. Tu vas peut-être aussi avoir besoin d'une paire de chaussures qui soit faite pour de la longue distance, donc en général les sorties longues quand tu prépares un semi, un marathon. Donc tu cherches une chaussure, voilà, ton entraînement en fait ça va être une sortie longue, tu vas courir lentement, mais pas forcément aussi lentement que tes sorties de pur EF, du coup d'endurance fondamentale, et donc tu vas avoir besoin d'une chaussure qui soit un petit peu en compromis des différentes caractéristiques que j'ai présentées jusqu'à présent. Donc des chaussures où tu as du confort, tu as un petit peu de dynamisme, un petit peu de maintien, donc en général ce sont des chaussures par exemple comme la gamme comme les adrénalines en fait de chez Brooks, donc comme tu peux voir que j'ai beaucoup utilisé parce qu'elles sont bien sales. Clairement ça c'est un modèle que j'ai redécouvert avec la nouvelle version, donc qui est la numéro 22 du coup. Ce que j'ai eu les premières, donc c'était les 20 si je me trompe pas, que pour le coup j'avais pas du tout aimé parce que je trouvais beaucoup trop lourde. La 21 avait commencé à me réconcilier avec le modèle, et là la 22, sincèrement je l'adore, je l'ai utilisée sur les 23 km de la course du viaduc de Millau, et c'est vraiment celle que j'utilise le plus sur des sorties longues quand je veux essayer de mettre un petit peu de vitesse, donc voilà, quand je suis pas en endurance fondamentale. Ce que j'apprécie beaucoup du coup sur ce modèle, c'est qu'elles sont quand même très confortables. Elles sont peut-être pas aussi confortables que les nouvelles glycérines que j'ai testées, mais voilà, je dirais que c'est mon top 2 en termes de confort. Qu'elles ont un très bon maintien, donc, et ça, ce maintien il est principalement dû au guide rail, enfin et au GTS, donc en fait qui est une technologie au sein de la semelle qui te permet en fait de rééquilibrer ta foulée, si je me trompe pas en fait, et qui t'accompagne en fait pour garder ta cheville au maximum dans l'axe, que tu aies tendance à courir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc vraiment c'est une chaussure qui a un bon maintien, qui facilite le déroulé du pied et qui en même temps a un petit peu de dynamisme quand tu veux faire un petit sprint final, ou au contraire voilà, que tu voudrais mettre un petit peu d'intensité, que tu es sur une allure plus seuil qu'endurance. Voilà, donc c'était un petit peu les différentes caractéristiques que tu peux retrouver sur une chaussure. Donc en général, tu as le triangle dynamisme, confort, maintien. Et chaque chaussure en fait va un petit peu s'orienter vers l'un des pôles vraiment pour un entraînement spécifique, ou être un compromis un petit peu des trois. Donc c'est à toi de voir quels sont tes besoins en termes du coup de dynamisme, de confort et de maintien, pour que tu puisses en fait choisir correctement
ta chaussure. L'une des dernières caractéristiques aussi d'utilisation de ta chaussure pour laquelle dont tu dois tenir compte, c'est est-ce que ça va être une chaussure vraiment de compétition ou une chaussure d'entraînement. Parce que typiquement, comme j'expliquais juste avant, les Tempo, moi ce sont des chaussures que j'utilise sur des entraînements bien spécifiques et sur des compétitions bien spécifiques aussi. C'est pareil aussi pour toutes les chaussures avec une plaque de carbone. Ce ne sont pas des chaussures que tu vas utiliser pour ton footing du dimanche. C'est celles que tu vas mettre quand tu vas aller vraiment chercher à claquer un RP sur une course. Vraiment tu vas tout donner et tu vas être dans l'intensité à 2000%. Donc vraiment c'est tu dois tenir compte de quand et de comment tu vas utiliser cette paire de chaussures. Est-ce que c'est vraiment ta chaussure pour tous tes entraînements, donc tu cherches de la polyvalence? Est-ce que c'est pour un entraînement bien spécifique? Est-ce que c'est pour une compétition? Est-ce que c'est une chaussure que tu veux utiliser sur tes sorties longues, puis le jour de ta compétition dans le cadre de la prépa? C'est un petit peu le moment où tu as besoin de voir quand et comment tu veux utiliser cette chaussure pour définir en fait les caractéristiques qu'elle doit avoir. Donc, les types d'entraînement, déjà, est-ce que c'est une chaussure d'entraînement ou une chaussure de compétition? Et ensuite, en chaussure d'entraînement, est-ce que c'est une chaussure de fractionné, de sortie longue, d'endurance fondamentale, de tout, voilà, c'est le moment où vraiment fais le tri et réfléchis à ce dont tu as besoin. En général, quand tu débutes, tu n'as qu'une seule paire de chaussures. Donc tu vas chercher plutôt de la polyvalence, une chaussure dans laquelle tu es confortable. Puis au fur et à mesure que tu augmentes dans ta pratique, tu auras tendance un petit peu à acheter une paire de plus, voire deux. Surtout si comme moi tu varies entre le trail et la route, donc tu es content d'avoir des chaussures de trail. Et voilà, puis après, bon, j'avoue qu'en étant chez Brooks, donc la Run Happy Team, que je reçois régulièrement des colis pour tester mes chaussures, j'en ai beaucoup et je peux me payer le luxe d'assortir mes chaussures à mes tenues. Je le reconnais, là c'est la fille d'Instagram et la blogueuse qui parle pour avoir de belles photos. Mais bref, c'est... avant que je sois au sein de la Run Happy Team, je tournais avec entre 2 et 3 paires de chaussures. Voilà, j'avais mes chaussures, j'avais 2 chaussures de footing, footing confort, sortie longue et une chaussure plus dynamique pour de la vitesse. Voilà, c'était à peu près... et pour... Voilà, c'est typiquement... Je vais me faire taper sur les doigts par Brooks, mais tant pis. Avant d'être dans la Run Happy Team, j'avais des Pegasus et des Vomero de chez Nike. C'était mes chaussures chouchou, et en fait tu comprends pourquoi mes nouvelles chaussures chouchou chez Brooks sont clairement les glycérines, adrénaline et Levitate, parce que les caractéristiques de ces 3 modèles là correspondent du coup aux caractéristiques de mes anciens modèles chouchou. Voilà, bref, je referme la parenthèse, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais clairement voilà, identifie le terrain d'entraînement et surtout les types d'entraînement pour lesquels tu auras besoin de ta chaussure. On va maintenant passer à la troisième question à laquelle tu dois répondre, à savoir quel est ton type de foulée. Il existe 3 types de foulées au sein des runners. Donc la foulée universelle, donc c'est vraiment la personne où tu as le déroulé du pied qui est dans l'axe, voilà, il n'y a aucun souci. Les foulées pronateurs, où tu auras tendance du coup à être sur l'intérieur de ta chaussure, donc la cheville en fait va vriller vers l'intérieur, et les foulées supinatrices, où du coup tu auras la cheville et la chaussure vers l'extérieur. Donc universel, bien dans l'axe, pronateur vers l'intérieur, supinateur vers l'extérieur. Il y a très peu de vrais supinateurs, moi j'en fais partie, principalement parce que j'ai les jambes arquées, donc en fait simplement j'ai ma cheville qui suit la logique de mes hanches et de mes genoux. Si j'avais pas les jambes arquées, je serais très certainement universelle. Donc les supinateurs c'est vraiment, je trouve,
10% max de la population. Le reste se répartit du coup entre pronateurs et universels, sachant que dans les universels, il y a aussi ce qu'on appelle les pronateurs de fatigue. Ceux qui, en temps normal, sont bien dans l'axe, mais à mesure que la fatigue s'installe sur une course, sur un entraînement, vont avoir tendance à s'écraser vers l'intérieur. Pour savoir si tu es pronateur ou supinateur, il te suffit en fait simplement, soit tu as une photo de toi en train de courir et là c'est flagrant, soit vraiment regarde l'état de l'usure de tes semelles. Donc soit tu as déjà couru et donc tu regardes vraiment sur une semelle de course à pied, et donc là tu regardes vraiment toute la semelle, soit tu n'as jamais couru de ta vie, tu n'as pas de chaussures de sport, donc regarde une paire de villes plutôt plate, hein, une petite paire de baskets ou de chaussures, et concentre-toi en fait sur le talon, simplement parce que quand on marche on a vraiment une attaque talon. Et c'est par le talon en fait qu'on commence à user les chaussures. Alors que quand on court, il y a aussi d'autres types de foulées dont j'expliquerai un petit peu plus tard. Mais voilà. Donc regarde l'état de ta semelle. Et tu vas regarder en fait où sont positionnés les points d'usure. Moi qui suis supinatrice, mes points d'usure sont sur l'extérieur de ma semelle. Quand tu es universel, c'est vraiment au milieu. Enfin vraiment c'est toute la semelle, et quand tu es pronateur ce sera sur l'intérieur de ta semelle. Idem sur une chaussure de ville, en regardant le talon tu vas voir si l'usure va être sur l'intérieur du talon, vers l'extérieur ou derrière. Voilà, et en fonction du positionnement de l'usure sur ta semelle, tu vas voir en fait quelle tendance tu as. Est-ce que tu as une tendance supinatrice, pronatrice ou universelle? C'est vraiment quelque chose de très important à regarder. Parfois même, si ton défaut est trop prononcé, tu peux avoir besoin d'aller voir un podologue pour avoir des semelles. Donc c'est quelque chose quand même d'assez important à regarder, parce que la façon dont tu poses le pied au sol va avoir une répercussion sur l'angle de ta cheville, l'angle de ton genou et l'angle de ta hanche. Si tu es trop désaxé, tu peux avoir mal. Moi typiquement, quand je suis allée voir le podologue pour ma foulée supinatrice, il m'a dit que clairement il ne toucherait pas, en fait il ne me ferait pas de semelle, tout simplement parce que comme je le disais, ma supination est directement liée au fait que j'ai les jambes arquées, et donc en fait moi c'est un angle qui est naturel pour mon corps, en fait, le fait d'avoir les pieds sur l'extérieur. Et que le fait de mettre des semelles pour me rééquilibrer et me mettre à plat, en fait ça désaxerait complètement mes genoux, enfin mes chevilles, mes genoux et mes hanches, et que ça me ferait plus de mal que de bien. Donc clairement, pas de semelle dans mon cas. Mais en fonction de l'angle un petit peu de tes genoux, de tes hanches et compagnie, tu peux en fait ressentir des douleurs, et c'est dans ce cas-là que porter des semelles peut être important pour toi. Et donc c'est à voir avec un podologue. Typiquement, quand t'as pas de semelle, tu vois, typiquement l'adrénaline peut être très bien grâce justement, comme j'expliquais, avec son système GTS, et de système qui n'a pas le même nom, mais le principe, la technologie sont quand même de plus en plus répandus sur un certain nombre de chaussures. C'est-à-dire que ça va te permettre un petit peu de rééquilibrer ton pied pour que tu aies en fait voilà, une foulée qui parte pas trop dans tous les sens, et que ta foulée voilà, reste dans l'axe et que tu évites de te tordre la cheville. Voilà, donc là vraiment tu as une foulée supinatrice, pronatrice, donc c'est quelque chose que tu vérifies. L'autre chose à vérifier sur ta foulée, c'est la façon aussi dont tu poses le pied au sol, enfin à quel endroit de ta voûte plantaire est-ce que tu poses le pied au sol. Est-ce que tu as une attaque talon, donc avec le talon qui arrive en bas. Donc c'est la foulée qui est la plus décriée par beaucoup de personnes et par les professionnels, disant que c'est celle, voilà, qu'elle est source de blessures, qu'elle fait mal et compagnie, qu'elle n'est pas naturelle. Mais quand je vois des athlètes comme Marine Leleu qui ont des magnifiques foulées à tac-talon, et qui pourtant, voilà, c'est Marine Leleu, hein, font de super performances sportives, voilà, je n'aurai aucun avis sur la question, est-ce qu'il vaut mieux une attaque talon ou pas. Je pense qu'il vaut mieux avoir la foulée, la bonne foulée, c'est la foulée qui ne te fait pas mal à toi. Donc voilà, si tu as une grosse attaque talon, le fait d'avoir un bon amorti au niveau du talon va être quand même important pour te protéger, pour du coup te protéger des chocs.
Après tu as la foulée en médio-pied, donc c'est celle où tu arrives vraiment juste au milieu du coup de ta semelle. Et en fait tout simple, c'est censé être la meilleure. De nouveau je mets des guillemets hein, parce que voilà, parce que du coup tu protèges ton talon, mais tu as après suffisamment d'espace sur l'avant de ta chaussure pour avoir l'amorti au sol et bien raclé, et du coup avoir le meilleur renvoi d'énergie. Et après du coup tu as la foulée, les gens qui arrivent, qui ont une foulée en pointe, qui courent sur la pointe des pieds, du coup c'est très exigeant au niveau des mollets. Ça par contre, parce qu'au début moi je courais vraiment en pointe de pied, petit défaut de gymnaste. Sauf qu'en fait ça détruit les mollets, et hormis quand tu es en montée, quand sur du trail, que tu essayes un petit peu de grimper comme un cabri, clairement la pointe de pied fait très mal. Donc si on peut rebasculer un petit peu sur le médio-pied comme j'ai fait pour au moment où je préparais mon marathon 2017, ça peut être intéressant. Mais du coup en fonction de là où tu attaques le sol, est-ce que c'est par le milieu du pied, l'avant du pied ou l'arrière du pied, tu n'auras pas forcément les mêmes besoins en termes d'amorti. Typiquement, comme je suis en médio-pied, les chaussures avec un gros amorti au niveau du talon, ça m'intéresse pas, au contraire ça me gêne parce que ça va rajouter de la lourdeur et j'en ai pas forcément besoin, parce que même quand je fatigue énormément, que je suis sur mes fins de course, en fait mon footing, je suis plutôt à plat avec le talon légèrement décollé. Je suis vraiment pas du tout en attaque talon, donc avoir un gros amorti talon ça m'intéresse pas. Mais les gens qui sont en attaque talon, avoir l'amorti ça peut être intéressant. Voilà, donc ce sont vraiment des choses auxquelles tu dois penser. Et pour, du coup je finis. C'est bien de pas préparer ces vidéos, enfin pas trop. Et pour savoir du coup si tu as une attaque talon, pointe de pied et compagnie, de nouveau c'est l'état de l'usure de ta semelle quand tu vas courir qui va te donner des indications essentielles. Est-ce que ton usure va être principalement sur l'arrière, est-ce que ce sera ici, est-ce que ce sera à l'avant? Et en fait si tu es en attaque talon, tu auras vraiment tout le pied, logique, parce que du coup tu vas vraiment avoir tout le pied qui va racler au sol. Quand tu es en médio-pied, ton talon est relativement épargné et tu auras vraiment que la partie avant de la chaussure qui va être abîmée. Typiquement si tu regardes mes chaussures, j'ai un petit peu ici, mais tout se fait vraiment sur l'avant, sur l'usure ici, à tel point que sur d'anciens, alors vraiment anciens modèles, j'étais tellement sur l'avant du pied que mon petit orteil avait troué le mèche. Donc c'était pas chez Brooks, hein, c'était il y a vraiment à mes débuts, quand je préparer le semi-marathon de Prague, donc c'était en 2015. J'avais dû me racheter 3 paires de chaussures le temps de ma prépa, parce que mes orteils, en fait, j'avais des chaussures qui n'étaient pas du tout adaptées à ma foulée, et mes orteils en fait passaient au travers du mèche. Voilà, donc j'avais les orteils à l'air. Mais de nouveau, voilà, l'état de ta semelle va te dire si tu as une foulée en attaque talon, en médio-pied ou en pointe de pied, combiné à supinateur, pronateur, universel, et ça va du coup t'orienter vers des chaussures. Quand tu sais pas, tu prends une chaussure universelle. Clairement, quand t'as des doutes, l'universel c'est ce qui est censé répondre à tout le monde. Si tu as vraiment une légère tendance à la pronation, tu peux prendre typiquement des chaussures pronateur avec du GTS, comme toute la gamme GTS chez Brooks, qui du coup a cette technologie de guide rail qui va te permettre de rééquilibrer ton pied. Pareil, si t'es supinateur, le GTS de Brooks va pouvoir t'aider aussi. En revanche, quand tu as vraiment dans une gamme une chaussure très pronateur, oublie-la pour les supinateurs. Bon, l'avantage c'est que, comme j'ai dit, ça correspond à vraiment une toute petite partie de la population, mais voilà, si tu as un doute, tu prends universel. Si tu as une légère tendance à la pronation, tu peux prendre de la pronation, mais tu peux rester aussi sur l'universel. Si tu es supinateur, c'est l'universel quoi qu'il arrive. Sachant que tu peux aussi avoir des recommandations de professionnels de santé
de ton podologue si tu as des semelles à porter, où il va te dire je veux une chaussure avec une tige très haute, rigide, donc la tige c'est l'arrière de la chaussure, donc il va te donner des conseils en fait, vraiment des caractéristiques bien précises sur ta chaussure pour répondre en fait à ta pathologie. Donc une tige bien haute. Tu peux aussi avoir une question de drop. Donc le drop, c'est l'écart de hauteur entre l'arrière de ta entre la semelle, du coup l'écart de hauteur de semelle sur l'arrière de ta chaussure et l'avant. Plus tu as un drop important en fait, et plus tu as un amorti important en fait sur le talon, et en fait tu auras tendance à avoir un talon un peu plus imposant. J'ai pas forcément d'avis sur la question entre le maxi drop ou le minimalisme, parce que certains militent sur le fait d'avoir de courir pieds nus, d'autres sur avoir un drop un petit peu minimal mais léger, parce que courir pieds nus on n'a plus l'habitude et ça nous défonce c'est source de blessures. D'autres vont recommander des maxi drops pour se protéger au maximum. Pour le coup, j'ai pas d'avis sur la question. De nouveau, je pense que chacun est différent, chacun a ses propres besoins, et que donc chacun a sa chaussure idéale à l'instant T. Parce que du coup, voilà, les choses évoluent dans le temps. Mais de nouveau, si tu sors de blessure, que tu suis suivi par un kiné du sport ou par un podologue qui t'a fait des semelles, suis vraiment leurs recommandations en termes de chaussures, parce que en fait la façon dont ta chaussure est construite va avoir un impact sur ton alignement en fait, tout simplement corporel. Et un mauvais alignement peut être source de blessure, et si toi tu es en train de te remettre d'une blessure, ça sert à rien de courir avec une chaussure qui n'est pas adaptée à ta morphologie. Voilà, donc que dire de plus? J'ai fait la tige, le drop, les foulées. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, et je profite du coup aussi de cette vidéo pour parler entretien chaussures. D'ailleurs je les entretiens tellement bien les miennes qu'elles sont, qu'elles sont bien sales. Mais clairement, quand tu dois et que tu veux laver tes chaussures de run, ne les mets jamais à la machine à laver, et encore moins au sèche-linge. Simplement parce que le battement, le tambour va défoncer tes semelles. Tes chaussures n'auront plus du tout de semelles d'amorti, et en fait voilà, tes chaussures elles seront bonnes à jeter. Clairement, tu ne pourras plus courir avec. C'est dommage parce que du coup en fait les à-coups répétés vont simplement défoncer tous les actifs qu'a ta semelle. Donc pour les laver, c'est simple, tu enlèves la semelle amovible à l'intérieur, tu les mets dans de l'eau chaude avec un peu de savon et tu frottes. Et pour les faire sécher, du coup, c'est languette, tu les accroches par la languette et tu les accroches et tu les mets dehors à s'aérer, mais jamais, jamais, jamais dans la machine à laver et le sèche-linge, parce que comme je disais, ça défonce tes chaussures, et au prix où ça coûte, c'est un petit peu embêtant. Concernant la durée de vie de tes chaussures, de nouveau, c'est très aléatoire. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Les deux principaux, ça va être ta foulée. Est-ce que tu as une foulée lourde où tu t'écrases vraiment sur tes chaussures, ou au contraire très légère, et de ton poids. Plus tu seras lourde, plus ta semelle va morfler, du coup, va devoir travailler pour protéger tes articulations, et plus elle va s'user rapidement. En moyenne, on est autour des 800 km. C'est une moyenne. Certaines personnes arrivent à faire monter leurs chaussures à plus, d'autres à moins. Typiquement, les Hyperion Tempo, celles-ci, je n'arriverai jamais à les monter à 800 km, parce que la semelle est vraiment très légère, et qu'avec mon poids actuel, je lui fais mal à la chaussure, clairement. Donc je les montrerai, si je les monte à 500 km, ce sera le bout du monde pour celle-ci. Mais voilà, c'est parce que je suis une coureuse lourde. Les glycérines, je pense que elles, je vais pouvoir les faire monter beaucoup plus loin. Voilà, tout va dépendre du coup de la construction de la chaussure de base, de sa semelle, de ton poids à toi, de ta foulée, et de l'intensité, en fait, de la fréquence à laquelle tu utilises tes chaussures. Typiquement, si tu as une seule paire de chaussures,
et que tu t'entraînes 3-4 fois par semaine et que tu n'as aucune rotation, elles vont s'user plus rapidement que la chaussure qui aurait eu le temps un petit peu de se remettre entre chaque entraînement. Donc voilà, c'est un petit peu mes conseils. Donc si possible, je sais que c'est un budget clairement, mais si tu as la possibilité, n'hésite pas à tourner avec 2 paires de chaussures. Ça fera du bien du coup à tes chaussures qui pourront un petit peu durer plus longtemps. Mais ça fera aussi du bien à ta voûte plantaire qui du coup sera sans cesse stimulée par une nouvelle semelle, de nouveaux points d'appui. Et du coup ça fera travailler ta proprioception, parce que si tu as vraiment toujours t'entraînes qu'avec la même chaussure tout le temps, ta voûte plantaire va devenir tout simplement très fainéante. Et c'est pas forcément une bonne chose pour différentes raisons. Du coup, si je récapitule, pour choisir ta chaussure de running, il y a un certain nombre de questions, d'éléments auxquels tu dois penser pour voilà, définir tes besoins et du coup les caractéristiques de ta chaussure. 1. Quel va être le type? Je recommence. 1. Quel va être ton terrain d'entraînement? Enfin, ou pour quel terrain d'entraînement dédies-tu ces chaussures? Montagne, dénivelé, cailloux, sentiers, racines, terrain instable. Route, que de la route. Piste d'athlétisme, sentier. Est-ce que c'est une chaussure qui est dédiée à un de ces 4 terrains? Est-ce que c'est une chaussure où tu veux être un petit peu polyvalent? Bref. Donc, 1. Ton terrain d'entraînement. 2. Ton type d'entraînement. Est-ce que ça va être une sortie longue, un footing, tranquille? Est-ce que ça va être du trail, du fractionné? Voilà. Ton type d'entraînement, quels sont tes besoins? Est-ce que tu vas avoir besoin du coup de confort, de dynamisme, de maintien, de tout, de rien? Voilà, c'est à toi de voir quels sont tes besoins. Et 3, ta foulée. As-tu une foulée supinatrice, pronatrice, universelle, une attaque talon, une attaque médio-pied? Et du coup, de voir quelles sont les technologies qui répondront à ces besoins pour en fait répondre à tes besoins en termes de confort, ou tes besoins en termes de dynamisme et de vitesse, tes besoins en termes de maintien. Et le dernier point, c'est si tu es suivi par un professionnel de la santé tel qu'un kiné du sport, un médecin du sport ou un podologue, ils vont potentiellement te rajouter un certain nombre de critères, de conseils pour choisir en fait ta chaussure. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions surtout, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au maximum en fonction de mes connaissances et compétences. Et du coup, si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Voilà, je te fais des bisous. Et oui, j'ai changé d'appareil parce que j'ai un petit souci de batterie sur l'autre. Voilà. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!